نصوت. Il fonctionne. Bien. Donc bonjour le peuple. Vous êtes trop nombreux, hein. Mais bon, prenez vos responsabilités. Alors on va voir la vaccination, c'est mon dernier cours, en dehors du PEV. Le PEV, c'est Programme élargi de vaccination. Ça veut dire tout ce qui n'est pas obligatoire, tout ce qui n'est pas dans le programme de vaccination à partir de la naissance. Vous savez que les programmes sont faits en fonction des maladies qu'il y a dans un pays donné, et tous les programmes ne sont pas identiques dans tous les pays. Chaque pays, à l'OMS, il décide de faire son programme en fonction des risques qu'il y a dans ce pays-là. D'accord? Donc, le programme français, par exemple, n'est pas celui de l'Algérie, ce n'est pas celui de la Russie, n'est pas celui de l'Angleterre, par exemple. Donc, pour nous, rapidement rappeler ce que c'est la vaccination. Le principe de vaccination, c'est quoi? C'est ramener un produit antigénique et l'inoculer à un être vivant. Et ce produit antigénique, ça peut être le virus, la bactérie, qu'elle soit traitée, atténuée ou qu'elle soit morte, ou bien une de ses parties, par exemple l'enveloppe, par exemple un fragment d'ARN ou d'ADN, ou bien une toxine, par exemple les toxines, les germatoxines. Donc ce principe, c'est inoculer, ensuite récolter. Le résultat, c'est quoi? C'est acquérir une immunité, et cette immunité est dite spécifique parce qu'elle ne protège que contre la chose pour laquelle on a injecté le vaccin. Donc cette immunité, elle est de deux types. Je suis passée sur le rappel de l'immunologie. C'est trop compliqué, ce n'est pas l'objet du cours. Donc ce que va générer la réaction vaccinale, c'est la production d'anticorps spécifiques. Ça s'appellera immunité humorale, c'est ce qui va circuler. Et puis, ça va produire des cellules spécifiques qui reconnaîtront le virus ou la bactérie, et ça s'appellera l'immunité cellulaire. D'accord? Donc, c'est ce que induit la vaccination, et c'est ça son but. Alors, quel est l'intérêt de la vaccination? C'est pour acquérir l'immunité, et cette immunité, pour que le vaccin soit bon, elle doit avoir quelques caractéristiques. La première, c'est qu'elle soit active. Active, c'est qu'elle va produire des anticorps, normal. Elle doit être durable, ça veut dire qu'elle va tenir dans le temps, le max, en général, c'est 10 ans. Il y a des vaccins qui font moins. Prenez la grippe, par exemple, qu'on est obligé de répéter chaque année. Elle doit être à retardement, enfin, elle est à retardement, c'est-à-dire qu'il y a un temps de latence pour que l'organisme réagisse, et en général, c'est 15 jours pour qu'on acquiert l'immunité, une immunité fiable. Avant les 15 jours, on est obligé de trouver une autre solution si on en a besoin. Cette vaccination protège l'individu contre les attaques microbiennes ou virales qu'on est en train de cibler. Et puis, la vaccination, sur le plan épidémiologique d'un pays, par exemple, elle va limiter la propagation de l'infection dans une région, dans un pays, dans un continent, et ainsi, elle va stopper, elle va dresser une barrière contre la propagation d'une épidémie. On en est dans une actuellement. Donc, c'est une épidémie mondiale qui est en train de faire beaucoup de bruit. Donc, c'est l'exemple type de la vaccination. Maintenant, sa fiabilité ou pas, elle reste à déterminer. On va voir pourquoi. Alors, en gros, quel que soit le vaccin, qu'il soit PEV ou hors PEV, il a des contre-indications. Il y a celles qui sont formelles, absolues, et il y a celles qui sont relatives, c'est-à-dire on peut faire, mais avec des précautions. Alors, les absolus, je ne vaccine pas les malades qui ont un cancer. Je ne vaccine pas les malades qui ont des maladies viscérales graves, par exemple une insuffisance hépatocellulaire ou une insuffisance cardiaque grave. Je ne vaccine pas les gens qui ont des déficits immunitaires, on va les définir. On ne vaccine pas les gens qui ont des maladies aiguës évolutives. J'ai le Covid, je ne vais pas me faire vacciner encore. Tout de suite, je veux dire. Après, c'est discutable.
Il n'y a pas de réponse, entre parenthèses. Certaines médications, comme les chimiothérapies, parce qu'elles baissent totalement l'immunité, donc le virus, surtout s'il est vivant ou s'il est juste atténué, il peut engendrer la maladie carrément. Et puis, certaines allergies à l'œuf, par exemple, tout simplement parce que c'est l'une des bases de fabrication des vaccins. Alors, on peut vacciner des gens, mais avec réserve, une certaine catégorie qui sont, pour commencer, la grossesse. La grossesse est un état temporaire. Certains vaccins ne sont pas indiqués à cause de leurs effets sur le fœtus, par exemple. Il y a des personnes qui souffrent de maladies et on ne vaccine pas pendant une poussée, par exemple, les eczémas, l'asthme, certaines dermatoses, le diabète, mais ça ne veut pas dire qu'on ne vaccine pas du tout. On attend que la maladie soit stable. Ensuite, les maladies chroniques. Certaines maladies chroniques en dehors des poussées. Une insuffisance cardiaque en dehors d'une poussée d'OAP ou quelque chose. Au contraire, on doit vacciner ces gens pour certaines maladies pour qu'ils puissent être protégés. Enfin, toutes ces maladies, comme je disais, le vaccin doit être fait à distance des poussées lorsqu'on est en période de stabilité ou de rémission. Alors, tous les vaccins, tous, presque, si ce n'est leur produit, c'est l'excipient qu'ils contiennent, ont des effets indésirables. Ces effets indésirables peuvent être banaux ou là, ils sont graves. Les signes banaux, on les connaît tous, c'est la réaction inflammatoire au niveau du point d'injection, donc c'est rougeur, douleur, un peu de fièvre, une induration au niveau du point d'injection, un peu de fièvre, fébricule, vous voyez les petits par exemple, quand on les vaccine, il y a tout un rituel, des céphalées, des adénopathies satellites par exemple au niveau de l'endroit, c'est normal, et puis parfois des troubles digestifs. Et les accidents plus graves, c'est les risques d'anaphylaxie, donc c'est soit des collapsus simplement ou des réactions d'œdème de Kuhn ou d'éruption d'urticaire et qui peuvent être tellement graves qu'elles peuvent mener au décès. Alors il existe plusieurs types de vaccins en fonction du procédé de fabrication. J'ai abrégé. Donc il y a les vaccins atténués. Atténués, ça veut dire qu'on prend la bactérie ou le virus et on va un peu réduire leur virulence ou leur pathogénicité. Et donc, quand on les introduit dans un organisme, on fait des mini-infections. Et on laisse l'organisme réagir, quand il n'est pas malade, bien sûr, d'où les contre-indications, et donc il va réagir en fabriquant ses anticorps et en fabriquant sa mémoire ultérieure. Donc, les vaccins atténués, ce sont des agents vivants, bactériens, ou bien des virus réplicatifs, parce que ce n'est pas le même procédé de multiplication, et ils vont créer donc l'infection à minima, et cette infection est très proche de l'infection naturelle. Donc ça veut dire qu'il y a des risques de tomber malade, de faire une maladie vaccinale, donc de tomber malade avec un vaccin, et surtout lorsqu'on n'a pas les défenses qu'il faut, donc les immunodéprimés, encore une fois, ont une contre-indication de vaccination pour ce genre de vaccin atténué. Le deuxième type, ce sont les vaccins inactivés. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est la trace, c'est l'agent pathogène, viral ou bactérien, mais il est dénué de tout effet pathogène. C'est-à-dire, il n'y a que sa signature. Ici, il n'a aucun pouvoir de multiplication, et donc il a juste sa photo qui se balade, qui est reconnue. Et donc ici, naturellement, ils n'ont aucun risque infectieux à craindre. Et donc, s'ils ne donnent pas une réaction importante comme ça, ça veut dire qu'ils ne sont pas très, très efficaces. Ça veut dire que pour être sûr que l'organisme va les reconnaître, on doit faire des rappels. D'accord? Donc, les vaccins inactivés ont besoin de plusieurs rappels, ça dépend des vaccins, pour pouvoir obtenir une immunisation convenable. On peut les injecter, on peut les donner en s'occupe, ou là on y aime, peu importe. Le troisième type, ce sont les vaccins tués. Ici, il y a le germe, mais
il n'est pas actif, mais c'est le germe lui-même qui est là. On obtient ça par plusieurs procédés. Ensuite, il y a les vaccins issus de recombinaisons géniques. C'est ceux qu'on fabrique dans les usines. C'est ceux qui sont les plus fréquemment fabriqués. Et c'est, par exemple, le vaccin anti-hépatite B et anti-papillomavirus. Voici une classe, je ne vous demande pas de la prendre. Par contre, le reste, si. Hadi, principaux vaccins. Voilà, par les procédés. Il y a ceux qu'on appelle anatoxides. Là, c'est les vaccins, par exemple, du tétanos. D'accord, on les fabrique à partir des toxines, non pas du germe. Et il y a les vaccins polysaccharidiques, le pneumocoque, le méningo, etc. Donc, c'est des procédés de fabrication. Mais ici, c'est chaque classe de vaccin et son type, pour que vous sachiez. Simplement, voici, pour rappel, le calendrier vaccinal. Ça aussi, je pense que vous l'avez fait en épidémie ou en pédiatrie. Donc, il y a le 2007, le 2016, il y a eu des changements. Les changements ont concerné notamment 4 nouveaux vaccins qui ont été introduits. Je les ai marqués ici. L'antipolio, mais injectable. Le vaccin anti-rubéole, vous savez qu'on l'a rajouté. Et puis, l'anti-oreillon, anti-ourlien, c'est le ROR, on l'a rajouté. Et l'anti-pneumocoque, qui n'était pas dans les... Par exemple, moi, je n'ai pas été vaccinée pour tous ces virus. Même pas l'hépatite B, qui était sortie en 2007. Ça veut dire que je suis née avant 2007, largement. Donc, pour vous, je ne sais pas, l'hépatite, est-ce que vous avez été vacciné? Je ne crois pas. Oui? Oui, à la fac, non, je parle de la naissance, Khlatoun. Vous n'êtes pas né en 2007. Donc, vous n'avez pas eu ce vaccin, vous l'avez eu plus tard. Donc, on va voir que certains vaccins hors PEV sont toujours en vigueur. Même si aujourd'hui ils sont dans le calendrier, vous ne les avez pas eus, donc vous êtes concernés par la vaccination. On a hors PEV. Donc, 2016, voilà ce qui s'est passé. Après, il y a une petite révision en 2019. En 2018, appliquée en 2019. Alors ici, il y a eu pas beaucoup de changements. Il y a eu l'introduction de l'anticoquelucheux acellulaire. C'est un autre procédé de fabrication. Il a remplacé l'ancien. La coqueluche, mais il a été remplacé. Il y a eu également un changement d'un multivalent, d'un ensemble de vaccins qui étaient ensemble et qui comportait qui comportait 2 doses, 6 doses. Qui comportait 2 vaccins, ou là 6 vaccins ensemble. Donc il donne une seule fois. Et il a été réduit, c'est celui-là que je mets en rouge, il a été réduit à 2 injections à l'âge de 4 mois et à l'âge de 12 mois. Ça, vous le savez peut-être. Vous l'avez fait en 2019, le cours, avant. D'accord. Donc ici, au lieu de le faire à différents âges, la pédiatrie, c'est quoi? C'est 6e année. Ah, d'accord. Donc vous connaissez ça. Qui fait vous connaissez? Bon. Alors vos enfants, ils auront 6 et non pas 2. Ils auront 6 ensemble. Regardez, je vous l'ai mis là. Diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire, l'hémophilus influenzae type B, la polio inactivée et l'hépatite B. Tout ça dans une même injection ou classe. Donc vous les emmènerez à 4 mois et à 12 mois et plus du tout. D'accord? Alors qu'avant, c'était donné pendant 4 ou 5 fois. Voilà, donc ça c'est les changements. Il y a eu aussi, oui c'est ça, c'est tout. Donc le polyvalent HEDA combiné, 6 valences, il se donne sous 6 combinés et 2 fois seulement au lieu des 4 avant. Ça c'est pour rappel, ce n'est pas le PEV. Donc ça c'est pour rajouter à la pédiatrie que vous ne maîtrisez pas apparemment, comme tout le reste de la médecine. Alors la vaccination recommandée en dehors du PEV, c'est laquelle? Alors tout dépend de où on se situe. Alors on conseille une vaccination adaptée en fonction de 2 paramètres. Le risque individuel,
moi, je risque d'attraper la grippe, je me fais vacciner. Du risque collectif, moi, j'ai la grippe et toute la classe peut se faire contaminer, donc je vaccine toute la classe. Ça, c'est le risque collectif, ou l'autre, c'est le risque individuel. Donc, tout dépend de quel risque on court, et donc on va vacciner en fonction de ça. Alors, on commence par le risque individuel. Le risque individuel, c'est quoi? Je voyage, je vais en Asie du Sud et je dois me protéger parce qu'il y a des maladies qui sont plus fréquentes que chez moi. Donc le voyageur, c'est le premier risque individuel. Donc, voyager. Donc, chez lui, on va faire toutes ces listes. Le choléra, dans certains pays, il est obligatoire. Il y a la diphtérie, pareil. L'encéphalite japonaise, certains pays. À noter qu'elle est transmise par des piqûres d'insectes, de moustiques, qui vont transmettre un virus par le biais de la piqûre. Donc, il y a l'encéphalite japonaise et l'encéphalite à tiques, ça se fait par des tiques. Donc, Hadou risque vraiment dans certains pays, pas tous. Il y a le tétanos et la polio, et il y a la typhoïde qui est obligatoire. Non seulement on va l'avoir après pour le risque collectif, mais aussi pour certains pays d'endémie, dont on fait partie, donc l'Afrique. Donc les gens qui viennent dans certains ou qui vont dans certains pays, souvent le pays exige un carnet de vaccination où on doit trouver ils sont vaccinés, sinon ils ne rentrent pas dans ce pays. Donc vous retiendrez les noms des vaccins, c'est tout. C'est pas la peine de remplir les histoires de pays, sauf si vous voulez y aller. Ensuite, il y a, toujours chez le voyageur, le vaccin de l'hépatite A, de l'hépatite B, de la fièvre jaune, des méningites de type A et C et de la rage. Mais vraiment, quand on a un grand risque, pas tout le temps, pas partout. Voilà, pour votre information barque, j'ai rajouté des petits détails, mais sinon, retenez les différents. Par exemple, je vous dis, citez-moi 4 vaccins chez le voyageur, et bien vous avez le choix, vous prenez ce que vous voulez. D'accord? Pas au pif, faut t'adore. On continue. Chez la femme enceinte, est-ce que c'est un risque collectif ou individuel? C'est elle qui est enceinte, c'est pas tout le quartier. Donc, chez la femme enceinte, il y a des vaccins qui sont permis et il y en a qui ne le sont pas. Donc, ceux qui sont permis, c'est le tétanos. C'est vrai que si vous avez vu des femmes autour de vous, l'antitétanique est administré chez la femme parce qu'il y a le risque au moment de la section du cordon, par exemple, où l'enfant peut être contaminé. Donc, on fait l'antitétanique. L'hépatite B, on peut. Le méningocoque, la polio inactivée, la rage et la grippe, on peut. Donc, chez la femme enceinte, ne lui fermez pas les portes. Vous pouvez faire tout ça. Et on doit les faire d'ailleurs. Chez la sage-femme, elle s'occupe surtout du tétanos et l'hépatite B, et elle les fait sans problème. Et la grippe, quand elle vous demande si une malade arrive chez vous, elle vous dit « est-ce que je peux ?» Ne lui dites pas non, parce que c'est permis, quel que soit l'âge de la grossesse. Et ceux qui ne peuvent pas être administrés, vous voyez bien que ce sont ceux qui peuvent entraîner la maladie, c'est le BCG, le choléra, l'hépatite A, la rougeole, rubéole, diphtérie, la typhoïde, la varicelle et la fièvre jaune. On n'a pas beaucoup d'informations, mais on préfère l'éviter. D'accord? Donc, les vaccins qui ne peuvent pas être administrés, les voilà. Trouvez des moyens mnémotechniques, mais retenez au moins quelques-uns, parce que vous allez les rencontrer après dans l'exercice de vos fonctions. Mais avant ça, l'examen aussi. Chez la jeune fille, risque individuel, c'est celui d'attraper le papillomavirus humain qui se transmet par voie sexuelle. Et donc, si on a recommandé les jeunes filles de 14 ans, c'est parce que l'activité sexuelle dans certains pays est précoce. À partir de 14 ans, on peut attraper le papillomavirus. Et c'est pour ça que toutes les jeunes filles doivent être vaccinées à cet âge-là. On l'a rajouté chez les enfants, dans les écoles. 14 ans, on recommande de le faire. Donc, risque d'infection HPV. Quel est le risque? Docteur gynéco. Le cancer du col utérin, voilà. Donc, on préfère vacciner
réduire le coût de la santé en épargnant à ces femmes de faire le cancer du col. Troisième catégorie, donc on a vu la femme enceinte, la jeune fille et risque individuel chez l'immunodéprimé. Immunodéprimé, mais chez le quartier. Donc, les immunodéprimés, on va les voir. Qu'est-ce qu'on doit faire chez eux? On ne donne pas de vaccin vivant parce qu'ils vont vous faire la maladie et elle sera sévère. Donc, pas de vaccin vivant parce que risque de maladie vaccinale. Deuxième chose, les vaccins inactivés, on a dit, on peut leur faire, mais on n'oublie pas de faire des rappels. Oui, parce que immunogénicité diminuée, donc le schéma sera renforcé et si besoin, on doit donner donc des anticorps sériques, la sérothérapie, comme par exemple pour la rage. Hein, on donne du sérum en attendant que l'effet du vaccin commence à agir. Ensuite, on a l'entourage de ces patients qui ne sont pas malades, mais qui sont un risque pour les immunodéprimés. Donc, on doit les vacciner. Et qui sont ses proches? L'entourage, c'est la famille, c'est les soignants, également les médecins qui s'occupent de tout ce monde. En infectieux, par exemple, on est obligé de vacciner les gens parce qu'ils prennent en charge le sida, par exemple, les sidéens. Donc, on est obligé de les vacciner. Alors, les immunodéprimés, je passe rapidement, ce sont les patients VIH+, ce sont les transplantés d'organes, parce qu'on leur donne des traitements justement pour éviter le rejet, mais par contre, ils auront une immunodépression. Si les patients transplantés en attente de transplantation ou avant, parce qu'on les prépare, on met le traitement avant et on met le traitement après. Donc attention. Les patients sous chimiothérapie, quelle que soit la tumeur, les patients qui ont une maladie auto-immune, ça c'est notre pain quotidien, et les patients qui n'ont pas de rate ou bien qui ont une rate non fonctionnelle. Par exemple, les drépanocytaires, parce que la rate, elle se sclérose, non, mais elle va s'infarcir. Il y a des infarctus spléniques. À l'âge adulte, c'est des malades qui quand ils vivent, ils n'ont plus de rate. Elle disparaît sans qu'on l'ait enlevée. Et les aspléniques, ce sont ceux à qui on a enlevé une rate, par exemple, quand ils font de la séquestration, quand ils font de l'hypersplénisme. Donc, je rappelle, les maladies auto-immunes, les traitements, c'est les corticoïdes toujours, pratiquement, plus les immunosuppresseurs, comme l'azatioprine, le cyclophosphamide, les biothérapies aujourd'hui. Donc, ça, c'est les personnes immunodéprimées. Et donc, je reviens en arrière. Les précautions à prendre, ce sont celles-là. Il y en a 3. Voilà. Maintenant, on va voir, on a vu le risque individuel. Maintenant, on va voir le risque collectif. Collectif, je rappelle quoi? Que moi, je suis malade et vous tous risquez de tomber malade. C'est ça le risque collectif. Je connais le vaccin. Ah non, tu n'as rien compris. On ne me vaccine pas, moi je suis déjà malade. Je vous vaccine tous, vous. C'est vous qui encourez le risque collectif. Moi, ça y est, j'ai un risque individuel, ça y est, je suis malade. D'accord? Donc, le risque collectif, c'est vacciner la famille, le quartier, la ville, le pays, une école maternelle pour les méningites, par exemple, chez les enfants. Ça, c'est le risque collectif. Donc, le risque collectif, il doit se faire contre les maladies qui posent un problème de santé publique, c'est ce que je viens de dire. Donc, tout le monde est concerné, tout le monde est à risque, ou bien des vaccins qui ont une indication particulière, par exemple, les professionnels. D'accord? Par exemple, les gens qui travaillent dans les hôpitaux. D'accord? Non pas seulement pour eux, mais aussi pour qu'ils ne contaminent pas, pour que les autres ne soient pas contaminés. Donc, on va voir d'abord la vaccination où il y a un risque collectif adapté avec un problème de santé publique. C'est-à-dire toute la ville risque d'être malade. On a l'hépatite B. L'hépatite B, alors en plus de la vaccination généralisée,
chez les nourrissons et les adolescents, elle est obligatoire, j'ai dit, depuis avant 2007. Donc, il y a des gens qui n'ont pas été vaccinés avant cet âge et qui sont des groupes exposés. Alors, je connais les professionnels de santé. Il y a les sujets hémophiles, les dialysés, les polytransfusés et les transplantés. Tous, ils sont à risque. Donc, vous comprenez le risque collectif. Ensuite, il y a les nouveau-nés de mères infectées. La mère est malade et le nouveau-né peut attraper le tétanos, par exemple. Chez les personnes, le tétanos ou l'hépatite B, c'est la voie sanguine. Les personnes qui séjournent en institution spécialisée, c'est quoi? C'est les maisons de personnes âgées, c'est les asiles psychiatriques, c'est les prisons, d'accord? Donc, c'est les institutions spécialisées. Il y a les sujets qui voyagent en pays d'endémie, on vient de la voir chez le voyageur, qui a l'hépatite B. Les hétérosexuels à partenaires multiples, parce que c'est la transmission par les sécrétions. Et les homosexuels et les héroïnomanes, c'est-à-dire les gens qui se piquent avec les aiguilles, le hashish. D'accord? Donc, c'est la voie de transmission qui nous intéresse ici pour l'hépatite B. La grippe. Donc, je repasse. L'hépatite B, 4 groupes concernés. La grippe. Vous voyez que chaque année en décembre, tout le monde affiche ici vaccin pour la grippe. Donc, tout le monde pratiquement peut se faire vacciner, à commencer par les sujets âgés de plus de 65 ans. Il y a les moins âgés, mais qui sont à risque, y compris les enfants à partir de 6 mois, pas avant. Donc, qui sont ces sujets à risque? C'est tous les gens qui ont des maladies chroniques. Les maladies bronchopulmonaires, les CPC, les BPCO, les cardiopathes congénitaux mal tolérés, l'insuffisance cardiaque grave, les valvulopathies graves, donc les gens qui sont en insuffisance cardiaque en dehors de la poussée, de la décompensation, les néphropathies chroniques graves, la drépanocytose, les diabétiques type 1 ou type 2, peu importe, et tous ceux qui ont un déficit immunitaire cellulaire essentiellement parce qu'ils n'ont pas la reconnaissance du virus, et surtout ce sont les sujets sidéens. Donc la grippe, tous les sujets âgés plus les maladies chroniques. Troisième risque public, donc collectif, c'est le pneumocoque. Le pneumocoque, il est aujourd'hui dans le PEV. Non? Il est dans le PEV, on vient de le voir. Même 2016 déjà, mais il y a donc des gens qui n'ont pas été vaccinés, et ce sont donc les gens qui sont fragiles. Ce sont qui? Des enfants ou des adultes à partir de l'âge de 5 ans. Et ce sont qui? Tous les immunodéprimés particuliers. Ceux qui n'ont pas de rate, chirurgicalement ou bien fonctionnellement. J'ai dit les drépano, homozygotes, les gens qui ont un syndrome néphrotique parce qu'ils ont une baisse des protéines et de l'immunité, l'insuffisance respiratoire et cardiaque, les alcooliques avec hépatopathie chronique et les antécédents d'infection pulmonaire ou invasive à pneumocoque. Donc, le pneumocoque, troisième germe qui donne un risque collectif. Alors, les maladies qui posent un problème toujours de santé publique, on a les méningos de sérogroupe C. Tout à l'heure, on avait vu le A et le B. Aujourd'hui, le C, il est recommandé dans 2 catégories de personnes. Les sujets contacts d'un cas d'infection invasive à méningo, bon, donc une maman et le père chez un enfant qui a attrapé la méningite, ce sont les sujets contacts, ou là, les enfants eux-mêmes, quand ils n'ont pas de rate. Fonctionnel ou anatomique, vous connaissez la différence. D'accord? Hadou bark. Les sujets contacts, c'est l'histoire des crèches. En Europe, ils ont fermé la crèche, ils ont vacciné tout le monde, parce qu'il y a eu un cas, par exemple. Ensuite, la varicelle, toujours dans la liste. La varicelle, ce sont les adultes de plus de 18 ans exposés à la varicelle.
C'est même s'ils sont immunocompétents, qui n'ont pas fait d'antécédents de varicelle ou bien qui ne se souviennent pas l'avoir fait. Vous prenez les mamans, par exemple, dont le petit fait une varicelle, et puis elles ne savent pas. On peut demander à sa mère ce que j'ai fait ou pas, mais des fois c'est oublié. Donc on préfère vacciner la mère parce qu'elle risque d'attraper la varicelle à l'âge adulte. Deuxième catégorie de personnes, c'est les enfants candidats ou bien receveurs d'une greffe d'organes dans les 6 mois qui précèdent. Ensuite, les personnes qui n'ont pas d'antécédents de varicelle ou dont l'histoire est douteuse et dont la sérologie est négative. Si on suspecte, donc on fait la sérologie, elle est négative, donc on vaccine. Et ces gens-là, c'est ceux qui sont en contact étroit avec les immunodéprimés parce qu'ils sont sérologie négative, donc jamais mardo, et puis ils peuvent attraper la varicelle et contaminer les autres. Donc on doit également les vacciner, même si on ne connaît pas leur histoire, mais que leur sérologie est négative, ça veut dire qu'ils n'ont jamais été en contact avec le germe. Alors ici, certaines indications particulières, on l'a vu tout à l'heure, c'est le risque particulier de certaines professions, ce sont les professionnels de santé. Donc le personnel de santé, vous connaissez une partie, on doit leur faire obligatoirement l'hépatite B, le BCG, il faut vérifier s'ils l'ont ou pas, hein. Comment on peut vérifier? La cicatrice, oui, sinon l'IDR à la tuberculine, donc il faut la faire. Si elle est négative, ça veut dire que, même s'il a une cicatrice, ça veut dire que la vaccination est perdue et il faut faire des rappels. D'accord? Ou revacciner carrément, c'est ce qui se fait à l'armée, par exemple. D'accord? Le BCG, le tétanos et la polio, le tétanos également, on ne demande même pas l'avis des gens dans les polycliniques, les femmes enceintes, systématiquement, parce qu'ils ne tiennent pas beaucoup, surtout si on n'a pas fait les rappels, et chez les militaires. Tous les hommes qui vont faire leur service, ils sont revaccinés au tétanos. La diphtérie et la typhoïde, surtout pour le personnel de laboratoire. Voilà. Ensuite, les vaccins qu'on recommande mais qui ne sont pas vraiment obligatoires, c'est la rubéole, la grippe, la varicelle, si on n'est pas immunisé, donc si la sérologie est négative, et la coqueluche, on doit faire un rappel. Donc ça, c'est le personnel de santé. Voilà. Maintenant, un petit mot, juste pour rester dans le contexte. Hein. La vaccination Covid, pour pas trop vous remplir la tête, vous la retiendrez un petit peu quand même. Il y aura peut-être une question. Donc, Covid, on en parle tout le temps, hein, novembre, août, c'est en cours. Maintenant, elle n'est plus en cours, elle est sortie, elle a l'AMM et elle est utilisée déjà dans certains pays et dans le nôtre également. Ça a commencé. Donc, les vaccins Covid sont des vaccins qui ciblent la protéine spike, c'est-à-dire la protéine du virus qui s'appelle protéine spicule ou protéine S. Cette protéine est située à la surface de l'enveloppe du SARS-CoV-19. Elle lui permet de se fixer à un récepteur cellulaire et de pénétrer dans les cellules. Donc, c'est comme ça qu'elle va être reconnue. Donc, son rôle dans l'infection est donc central, puisqu'elle va aller directement à l'intérieur de la cellule. Alors, elle va entraîner quoi? La création d'anticorps contre cette protéine qui est étrangère, qui a été injectée dans la cellule, et elle va donc protéger les individus contre l'infection Covid. Alors, cette protéine, c'est la cible de la plupart des vaccins qui ont été développés en 2020. Donc, tout le monde est parti chercher quelque chose qui va agir au niveau de la protéine spike et donner une réaction anticorps. Après, chacun a sa particularité pour fabriquer, pour dire j'ai plus d'efficacité, j'ai plus de spécificité, etc. Donc, cette vaccination anti-Covid va entraîner une immunité qui semble initialement comparable à celle des personnes qui ont fait la forme grave. En fait, le vaccin, c'est pas pour les petites formes bénignes, mais c'est surtout pour éviter les formes graves. Donc, cette immunité va très bien protéger contre toutes les formes, mais surtout les formes graves.
Et on ne sait pas, par contre, dans quelle mesure cette immunité va agir après 6 mois. Donc aujourd'hui, tout le monde dit 3 mois, 6 mois, mais on sait qu'aujourd'hui, jusqu'à 6 mois, on est protégé. Après les 6 mois, on ne sait pas. D'accord? Donc, il n'y a pas de réponse. Vous avez fait le cours des essais thérapeutiques et vous avez compris comment on fait les essais thérapeutiques. Si on réduit la durée de chaque phase, on n'a pas beaucoup de recul pour décider de comment va réagir l'individu en face d'un médicament ou d'un vaccin ou d'un produit quelconque. On est d'accord? Donc ici, je vous ai mis juste ce petit schéma pour que vous sachiez ce que c'est un vaccin à vecteur. Voilà, ça c'est pas la peine d'apprendre. Hein. C'est juste pour vous. Et c'est tout. Alors ici, ce sont les différents vaccins. Alors on entend parler de Moderna, de Pfizer, de AstraZeneca, etc. Ils sont là, tous. C'est ce que j'ai trouvé. C'était le 7 janvier 2021. Et tous ces vaccins, vous voyez, qui sont en phase 3, c'est la dernière phase, avant l'AMM. Et après la phase 4, c'est quoi? C'est un plus grand nombre de malades, donc il y a plus longtemps, plus d'années, plus de temps, pour pouvoir avoir des effets qui n'ont pas la chance d'être vus pendant les phases 3. Donc, phase 3 terminée, phase 3, Moderna était en phase 3 sur 3, 3 sur 3, Hada CureVac, phase 2, et Sanofi Pasteur GSK, phase 2 en janvier. Hein. Après, maintenant, je pense qu'ils sont déjà dehors. Et si on prend Moderna, dont tout le monde parle et qui est actuellement l'un des pionniers, Pfizer en Europe, vous voyez sa conservation qui est problématique un petit peu. Hein. Il faut du matériel pour conserver à très basse température. Donc le transport est problématique, mais l'efficacité, elle serait meilleure. Donc le type, c'est la manière d'agir. C'est les vaccins à ARN messagers, donc tous, sauf le Sanofi Pasteur GSK, c'est des protéines virales. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à savoir? L'efficacité. Donc ici, ce qu'on sait, donc non encore évalué formellement, vous avez les Pfizer, c'est 94,5%. C'est ce qu'il y a de mieux, je vous dis, c'est pour ça que l'Europe et l'Angleterre, ils sont en excitation autour. C'est ce qu'ils ont d'ailleurs. Et après, le déploiement, c'est la mise en circulation. Donc vous voyez, le Moderna le 6 janvier, l'Astra le premier trimestre, c'est pas encore en déploiement. Voilà, donc ceux qui sont en phase 2, c'est ceux qui ne sont pas encore en déploiement. Donc ils seront mis en circulation à la fin du premier semestre et l'autre à la fin de l'année. La conservation, donc ceux de Pfizer, c'est moins 70 degrés et moins 20 degrés, c'est énorme, c'est pas pour nous, hein, on a bien compris, parce qu'il faut qu'ils traversent les océans, qu'ils arrivent dans les polycliniques, c'est sûr que marach yosal à la khair. Donc c'est pas la peine, en plus ils sont extrêmement chers. Et puis les autres, bon, ça dépend. Les meilleurs, c'est ceux qui sont dans la phase 2, mais ils ne sont pas encore sortis. Et après, vous allez me poser une question. J'espère. C'est lequel? Voilà, heureusement que je l'ai mis. Voilà, le Sputnik 5. C'est le premier vaccin qui a été enregistré au monde, qui est basé sur la plateforme de vecteur d'adénovirus. Vecteur, c'est la photo que j'ai montrée tout à l'heure. Donc, c'est l'un de ceux qui ont été bien étudiés. Il est déjà enregistré dans plus d'une quinzaine de pays du monde. Il a fait beaucoup de bruit. Hein. Il a 90% d'efficacité. Donc un peu moins que les autres, mais il est bien, innocuité, transport, etc. Alors il a été testé sur plus de 31 000 volontaires qui ont participé aux essais cliniques dans plusieurs pays, hein, pas seulement chez les Russes. Et aux essais cliniques post-enregistrement de Sputnik menés en Russie. Donc, en Russie, il a encore été testé après l'AMM russe, testé dans d'autres pays, et donc il est peut-être un peu plus sûr que les autres.
Ensuite, efficacité 90%. Il est l'un des 3 vaccins au monde dont l'efficacité est bonne. Le taux d'efficacité de 91,6% a été recalculé précisément sur d'autres données qui ont étudié avec tous ces gens rajoutés après AMM sur 19 866 volontaires qui ont reçu les 2 injections du vaccin contre un groupe placebo, et on a trouvé que l'efficacité est quand même 96% des cas. Et il y a eu seulement 78 cas confirmés de Covid à l'étape de contrôle final. Donc, parmi tous ces gens, il y a eu quand même 70 cas sur 19 000, c'est 0, quelque chose, de cas de Covid déclarés. Donc, c'est une bonne efficacité, une sûreté convenable. Voilà, donc la Algérie l'a acquis. Hein. Est-ce que vous allez vous faire vacciner? Après ce cours, vous allez tous y aller, parce que vous êtes tous collés les uns aux autres, mais bon. Et moi, peut-être aussi. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, retenez les gros trucs du cours. Qu'est-ce que c'est le PEV? À qui il s'adresse? Qu'est-ce que c'est que le risque individuel? Qu'est-ce que c'est que le risque collectif? Les professionnels de santé, à quoi ils sont exposés et qu'est-ce qu'il faut leur faire? La femme enceinte également. Et puis, le Covid, bon, comme ça, en passant. Hein, je ne vous demande pas d'apprendre par cœur. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Bon, alors merci de m'avoir écouté. À samedi.